Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Bonjour à Épisode tous. 12. Alice et Mathilde, ou comment agresser les auditeurs d'un épisode. Bienvenue sur Biam, le podcast de Tokimeki. Par Mathilde. Moi. Et Elle. C'est toi. Voilà. Bienvenue donc sur l'épisode 12. Aujourd'hui, on vous fait un topo sur une mission qui vient de s'achever. Ouais. On est fin juin 2025. Cours de clôture. En cours de clôture. Et on voulait vous partager un de nos gros dossiers de cette année. Et un de nos gros dossiers Depuis la jusqu'à création de maintenant. Tokimeki. Il s'agit de l'accompagnement de Dunkerque. Donc j'ai hésité un petit peu parce que j'allais dire de la ville de Dunkerque, mais il n'y avait pas que la ville de Dunkerque, on va revenir là-dessus. Donc sur l'accompagnement de Dunkerque pour sa participation à l'exposition universelle d'Osaka, qui a lieu donc au Japon, dans la ville de Osaka. façon incroyable, de avril 2025 à octobre 2025. Et du coup, Dunkerque, ils intervenaient, ils savaient qu'ils avaient 3 jours d'événements, courant mai, pour intervenir sur une quinzaine villes et ports durables. Ils avaient été sélectionnés. Ils ont eu un slot super intéressant de début d'exposition. Donc en fait, à la mi-mai, 16 au 18 mai, Dunkerque était mis à l'honneur au pavillon France, dans la salle événement en fait, du pavillon, qui est une salle qui était jusqu'à l'ouverture des expositions à Dunkerque, non accessible pour le grand public. Plutôt réservé à des événements privés, des séminaires, des conférences. Et donc voilà, nous on les a accompagnés en fait depuis l'année dernière dans ce projet. On savait que l'exposition en fait universelle à Osaka allait faire venir énormément de Japonais. Donc, l'idée ici c'était vraiment de faire un événement sur 3 jours, plusieurs événements, parce qu'à l'époque on ne savait pas exactement encore comment on allait utiliser les 3 jours, de faire des choses qui mettent évidemment en valeur le territoire de Dunkerque, ses richesses, et toutes les choses que en fait, énormément de Japonais ne connaissent pas. En fait, la ville de Dunkerque, elle n'est pas vraiment connue encore au Japon. Mais puis nous, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas très bien la ville de Dunkerque non plus au final. Enfin, c'est vrai qu'on vraiment a été une image, l'occasion de redécouvrir la ville de Dunkerque. Et donc, on a réfléchi à énormément de formats pour Dunkerque, et ça a été plusieurs mois de travail en fait avec eux pour vraiment affiner leurs besoins, ce qu'ils avaient envie de montrer, et ensuite ce qui était adapté au marché japonais. Ce qui était possible de faire et ce genre de choses-là. Mais du coup, pour revenir un petit peu en arrière, juste pour revenir à la genèse du projet, Dunkerque, en fait, ils nous ont trouvés sur Internet. Sur Google. Ouais, sur Google. Ils nous ont contactés via le site Internet, on venait juste de le refaire. Ouais. On vous invite à aller écouter l'épisode avec Agathe Maeda Ferrand, pendant lequel on parle de justement toute la refonte de notre site Internet, les étapes, comment ça s'est passé. Et du coup, on avait fait la refonte du site Internet en février-mars. Ouais. Parce que du coup, ça s'était goupillé pile poil pour l'anniversaire de Tokimeki, grosso modo. On relançait le site. Il y a eu un gros push pour... Et Dunkerque, ils nous ont contactés en mai. Ouais, via le site. Donc au début, on était un petit peu sceptiques. Surprise, pourquoi nous ? Pourquoi nous? Et puis le timing faisait que vraiment on venait tout juste de refaire le site, donc je pense que les bots devaient référencer peut-être un peu plus que d'habitude ou ce genre de choses-là, mais bref. Donc on a eu des premiers échanges avec la ville de Dunkerque dès mai 2024. On savait que du coup c'était un appel d'offres, qu'on était en compétition avec d'autres entités. Et en juillet, on devait revenir avec des chiffres pour le mois de juin, après. Et donc, la décision devait être prise fin juin, début juillet. On a eu plusieurs appels avec eux.
On a eu le premier contact en mai, ensuite on a fait des appels pour savoir, donc des visios, pour savoir ce qu'ils voulaient mettre en place, pour que nous, derrière, on établisse des devis, qu'on fasse évoluer les devis selon leur retour. Et en juillet, ils nous ont annoncé qu'on avait été retenus. Tout à fait. Donc on était très très contentes, parce que bon, c'est quand même une opportunité. En or, nous, on nous a souvent demandé, en fait, depuis 2023, est-ce qu'on participe de près ou de loin à l'Expo d'Osaka. Et en fait, c'est vrai que n'étant pas basé à Osaka, étant une petite structure, c'était assez intimidant de participer à l'expo, de proposer un dossier pour l'expo. Et en fait, c'est vrai que le dossier de Dunkerque nous permettait, à notre échelle, de répondre à des besoins sur lesquels on sait qu'on a une vraie expertise et une vraie capacité de réponse dynamique et proactive. Et en fait, voilà, le deal s'est fait et on a tout de suite eu un très bon rapport avec les équipes de Dunkerque. À qui on passe le bonjour, s'ils passent par ici. Merci encore de nous avoir fait confiance. Oui, ce qui est intéressant avec ce genre de dossier, c'est qu'il se prépare très en avance. Alors là, du coup, on avait été contacté 1 an avant l'événement en lui-même, que sur la timeline qu'on s'était fixée, effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en amont. Et en fait, on se rend compte dans la préparation que ça ne se passe absolument pas comme prévu. En fait, ce qu'on retrouve sur tous les projets sur lesquels on travaille de manière générale, c'est qu'il y a évidemment le temps de décision est assez long en fait. On va faire nous des propositions déjà en fait, pouvoir faire des propositions qui sont adaptées aux clients, ça demande des recherches, un travail de sélection des meilleures références pour le client. Et puis après en fait, notamment pour les administrations, le process en lui-même est assez long en fait de faire valider les devis, de faire valider sous quelle forme on va mettre en avant la ville, parce que c'est vrai qu'il faut être en ligne avec les valeurs de la ville, il faut être en ligne avec la volonté de l'équipe du maire, etc. Donc, même pour une entreprise, ça a toujours tendance à prendre du temps. Et donc, en fait, c'est là où nous, on avait donc, notre partenariat avec eux mis en place au courant de l'été 2024. Mais on a réellement commencé à travailler sur le dossier que septembre, octobre, le temps que, effectivement, notre système de collaboration se mette en place. D'autant plus que, on le mentionnait rapidement en début d'épisode, mais il y avait en fait 4 entités qui représentaient Dunkerque à Osaka. Donc en fait, ces 4 entités s'étaient mises ensemble pour représenter Dunkerque. Il s'agissait donc de la communauté urbaine de Dunkerque, Transport maritime de Dunkerque, de l'Office du tourisme de Dunkerque et de Écosystème D. Voilà. Donc on avait 4 entités. Donc pour revenir sur ce que disait Alice, effectivement en termes de validation, c'est pas une seule entité qui valide ou ne valide pas, on est sur 4 entités qui ont leur propre système de validation, leur propre hiérarchie, on va dire, sur qui doit valider quoi, qui prend en charge quoi, etc., etc. Donc ça avait ajouté un petit peu de complexité. Au demeurant, tout le monde était très volontaire, très motivé, très compréhensif. Enfin, à ce niveau-là, vraiment, il n'y avait aucun souci. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion qu'avec des gens qui sont volontaires, qui sont motivés, qui ont envie de faire avancer les choses rapidement, que des fois, il y ait des délais, comme on a pu le constater, on se dit heureusement que c'était avec quelqu'un de volontaire et pas avec quelqu'un qui avait envie de faire tourner en rond. Enfin, parce qu'après, pour des petites entités comme la nôtre, tout le temps qu'on dédie à un dossier tel que celui-là ou à un autre, c'est du temps qu'on passe pas à prospecter, c'est du temps qu'on passe pas à travailler sur d'autres dossiers, c'est du temps qu'on... Pas de perdu, parce que c'est jamais du temps perdu, en soi, on apprend des choses et tout ça, mais c'est vrai que vu qu'on reste dans l'expectative de devoir travailler rapidement sur ci ou ça, ou une fois que ce sera débloqué, une fois que ce sera validé, une fois que X, Y, Z, en fait, on peut pas, on a du mal à s'engager. Alors peut-être qu'on a tort, hein, peut-être qu'on devrait s'engager et faire plus de choses en parallèle, peut-être que... mais on ne sait pas dans notre façon de fonctionner.
Et puis à hauteur de Tokimeki en 2025, 2024, 2025, c'est vrai que là, pour le moment, c'est la façon dont on a de travailler, c'est celle qui nous va en tout cas le mieux. On n'a pas envie de s'engager sur trop de choses en parallèle juste pour faire de l'argent, grosso modo, et que du coup ça fasse baisser la qualité de notre accompagnement. Le but c'est pas ça. Le but c'est que nos clients ils soient satisfaits, qu'ils aient une bonne expérience, que nous on soit contents du travail qu'on fait aussi et On se fasse plaisir. et si c'est pas, ben oui, parce que si c'est que du stress, si c'est que tout le temps la tête dans le guidon, pas pouvoir profiter même du travail qu'on est en train de faire, Ouais. en fait ça devient compliqué à entretenir ce genre de motivation, surtout quand on est entrepreneur, qu'on a une petite structure. Bon, ben, on est vite à bout de souffle en fait, je pense. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a là on sort du sujet Oui. de Dunkerque, mais de ce point de vue-là, c'est vrai que d'être entrepreneur, il y a toujours, par rapport à un salarié, la réflexion de la gestion de l'entreprise, comment on fait, de tout ce qui va être prospection, comment on fait, de notre organisation entre nous. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez compliquées. Il faut les avoir en tête. C'est une charge mentale, une vraie charge mentale en plus. Comment on va payer les salaires, comment on va payer les charges, comment on paye le loyer du bureau, ce genre de choses. Clairement, c'est une partie de notre temps qui est dédiée à ça. Ouais. On est obligé en fait. Donc c'est à prendre en compte aussi dans notre façon de trouver les clients, dans notre façon de répondre aux appels d'offres, etc. Et de choisir aussi parce que c'est vrai que là en 2025, on a en 2024 aussi, on a eu la possibilité et le luxe un peu de sélectionner les dossiers sur lesquels on a voulu travailler. Parfois, on ne sent pas un dossier qui a l'air extrêmement intéressant, mais il faut suivre aussi son instinct. Je pense qu'être entrepreneur, c'est ça aussi. Quand on est salarié, on nous donne les dossiers, on n'a pas forcément voix au chapitre en fait, de sélectionner ou non. Si on doit le faire, on doit le faire. Autant en tant qu'entrepreneur, on a plus la possibilité. Alors ça a son... Il y a du stress parce que du coup c'est résister à la pression qu'on se met soi-même au final, ce qui est un petit peu la pire pression qu'il puisse y avoir oui mais si je fais pas ça alors je sais pas moi j'aurai pas d'argent ou alors j'aurai pas d'expérience ou si on refuse ce travail-là, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Est-ce que le karma va pas faire qu'en fait après on n'aura plus d'autres opportunités derrière c'est des choses qui, l'air de rien... Ça travaille. Ouais, ça travaille. Et ça prend une partie du cerveau quand même. Mais ça, c'est vrai qu'on arrive... on commence à réussir à faire la paix avec ça et avec des réflexions. C'est beaucoup de discussions entre nous. Donc, encore une fois, là, on est plus sur un sujet entrepreneurial, mais bon, c'est aussi le but du podcast. Mais on a toujours entre nous... Quand je dis entre nous, c'est entre nous deux, entre Alice et moi, parce que pour l'instant, déjà, on n'est que deux. Et puis, de toute façon, on est les deux... grandes Manitou de Tokimeki. On en parle, enfin, c'est des discussions qui sont pas toujours faciles, c'est des décisions qui se prennent pas en claquant des doigts. Le problème, c'est que bon, des fois, il y a de l'urgence, mais on prend toujours le temps d'en discuter, on prend toujours le temps d'envisager plusieurs façons de répondre. Ouais, et puis d'envisager plusieurs scénarios. Comment ça se passe si on le prend, comment ça se passe si on ne le prend pas, si on prend ça et ça, comment est-ce qu'on gère. C'est une gymnastique intellectuelle qui n'est pas des moindres, qui fait partie du plaisir d'être entrepreneur et du fun et de tout ça, mais clairement c'est un stress. Bref, revenons à Dunkerque. Donc on a, oui, lancé plus concrètement les discussions de comment est-ce qu'on occupe l'espace, comment est-ce que on décore l'espace, quelle esthétique, qu'est-ce qu'on veut utiliser. Est-ce que c'est des posters, est-ce que c'est de la vidéo réalité augmentée, est-ce que c'est des grands écrans, est-ce que c'est ce genre d'installation. Donc on avait échangé plusieurs fois sur plein de possibilités différentes. Notre premier pitch était plus sur une expérience sensorielle. Et au fur et à mesure en fait des changements et des volontés, on est arrivé sur le format sur lequel en fait on s'est arrêté en début d'année 2025, je pense.
qui était en fait d'avoir une journée qui était thématique vraiment avec des conférences Ouais. et 2 jours ouverts au grand public, le samedi et dimanche, donc c'était le 18 mai, où là, le grand public pouvait découvrir Dunkerque avec des totems thématiques qui expliquaient en fait comment Dunkerque avait transformé la ville pour en faire une ville dynamique qui gagne en nombre d'habitants. Une ville qui soit beaucoup moins polluante, malgré son activité principale, et comment la ville s'était tournée vers demain pour trouver des bonnes solutions aujourd'hui. On avait toujours eu la volonté, et Dunkerque aussi, d'avoir un événement qui soit très informatif, parce que Dunkerque, ils ont bien conscience qu'au Japon, personne ne connaît Dunkerque, à part potentiellement pour le film de Nolan. C'est une ville qui n'est pas connue. Donc ils savaient qu'il y avait tout un pan éducatif, informatif, pour expliquer ce qu'était Dunkerque et le Dunkerquois et la région aux Japonais. Et donc à partir de là, il fallait choisir des thématiques. Et donc ça, c'est ce que ça a été mis en avant sur les totems dont parlait Alice, qui étaient donc des... On avait envisagé plusieurs façons de faire des choses informatives. Est-ce qu'on faisait un espèce de labyrinthe de l'information où les gens ils circulent et ils lisent des panneaux informatifs? Est-ce qu'on fait de la projection? Est-ce qu'on fait... Il y avait vraiment eu plein d'idées. Et finalement, on a été aussi... on a opté pour ces idées de cubes. Donc, on a ensuite appelé des totems. Des cubes informatifs thématiques. Une partie sur l'activité du port de Dunkerque, une partie sur le carnaval, une partie sur les énergies vertes. Il y avait tout 6 totems. Et donc, en fait, chaque totem abordait en français, anglais et japonais le thème en question. Un des premiers facteurs qui nous a demandé donc, de choisir ces cubes-là était en fait la salle. Ouais. Une des difficultés qu'on a rencontrées avec les opérations de Dunkerque, c'est évidemment que, étant sur l'exposition universelle, étant au début de l'exposition, il fallait d'abord que le pavillon soit fini. Il fallait d'abord que le pavillon puisse avoir ses plans finaux pour pouvoir nous confirmer est-ce qu'on va pouvoir utiliser les murs, est-ce que là il va y avoir une fenêtre, pas de fenêtre, tout ce genre de détails qui ont une énorme importance sur l'utilisation de la salle, sur la scénographie générale. La journée du 16, c'est important de connaître la configuration parce qu'effectivement on avait aussi les chaises pour la conférence, une partie pour la table ronde et puis une partie de la salle qui était déjà assez petite en fait à utiliser pour le verre de l'amitié. Donc beaucoup en fait de technicité, beaucoup de difficultés qui sont en fait apparues très tardivement dans le projet. Parce qu'en fait on avait eu une première réunion avec la Cofrex fin d'année dernière. La Cofrex, donc c'est l'entité qui gère la représentation de la France à l'étranger. Sur tout ce qui est grande manifestation. Voilà. Donc tous les pavillons en France, grosso modo. Et du coup, on avait eu un premier plan avec des informations de taille, on savait la superficie, on savait qu'elle serait au 3e étage, par exemple, la salle événementielle. Mais ça peut paraître banal, mais on ne savait pas de quelle couleur serait le sol, on ne savait pas de quelle couleur seraient les murs, on ne savait pas de quelle couleur serait le plafond. On ne savait pas, comme disait Alice, si on pouvait accrocher des choses au mur ou pas. On ne savait pas ce genre de choses-là, qui nous ont donc été communiquées relativement, pas tardivement, mais plus tard que ce qu'on escomptait. Et donc, c'est l'événementiel, c'est comme ça. En fait, d'abord, il fallait forcément finir le pavillon avant de pouvoir commencer à réfléchir à cet événement qui arrivait en mai. Donc, il a fallu, nous, en termes dans nos difficultés rencontrées, ça a été vraiment la gestion des timelines, la gestion, en fait, de quand est-ce qu'on donne tel retour. Parce qu'effectivement, nous, on était tributaires donc, de comment la salle était finie pour pouvoir ensuite vraiment finaliser la scénographie. Et donc on travaillait sur la scénographie avec la ville de Dunkerque et l'entreprise avec qui ils travaillent sur leurs événements en général, basée à Dunkerque aussi.
Et ensuite, nous, on avait nos producteurs, en fait, nos constructeurs qui attendaient nos confirmations. Donc, il y a énormément de confirmations qui sont arrivées extrêmement tardivement. Heureusement, tout le monde a été très réactif. Très flexible. Et donc, on a eu une opération qui s'est vraiment très, très bien passée. Mais la plus grosse difficulté a été effectivement de pouvoir tout confirmer. On avait tout un rétro-planning qui a complètement volé en éclats parce que les réponses n'arrivaient pas. Et des choses qu'on pensait vues et validées, en fait, ont été revues parce qu'il y avait des modifications qui avaient été apportées au plan ou ce genre de choses. Parce que du coup, on parle de cubes. Donc en fait, il s'agit de cubes faits avec un carton renforcé pour simplifier les choses, qui était recouvert d'un imprimé en fait. Enfin, il y avait un papier imprimé dessus avec des textes, avec des photos, donc il fallait de un recevoir les textes de Dunkerque, ensuite les faire traduire en anglais et japonais, faire une relecture, faire valider les choses. Ensuite, une fois que tout le contenu était validé, il fallait le mettre en forme, donc sur les cubes, faire un visuel, s'assurer que tout tenait, s'assurer que c'était joli, s'assurer que l'équilibre était bien, parce que entre les langues, les longueurs de phrases ne sont pas les mêmes, donc le rendu n'est pas forcément le même. Comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on change est-ce qu'on change le contenu, est-ce qu'on change pas le contenu, ce genre de questions-là, l'air de rien, en fait, les allers-retours, ils prennent du temps. Et puis, tout simplement, avec l'expo d'Osaka, tout ce qui est production au Japon est extrêmement sollicité. Donc tout prend aussi beaucoup plus de temps à ce niveau-là. Nous, on avait de la chance d'avoir un constructeur qui était très réactif et qui avait des très bons rapports avec ses imprimeurs, qui nous ont permis d'avoir quand même un peu de flexibilité. Mais on a entendu aussi d'autres sons de cloche où en fait, là, les imprimeurs sont full, il y a 2 mois d'attente. Bon, typiquement, on nous aurait dit il faut au moins 2 mois, on aurait été un petit peu embêtés. Donc, bon, Kekaolai. Oui, finalement, tout s'est passé, non, sans stress, mais tout s'est fait bien. On a aussi eu le plaisir de jouer avec toutes les autorisations à avoir pour l'expo. Oui, ça a été aussi pas vraiment une découverte parce qu'on savait que ça allait être technique et on savait que ça allait prendre du temps et c'était d'ailleurs pour ça qu'on s'impliquait pas plus dans l'expo. Mais toute la partie logistique, en fait, avoir les passes pour chacun, avoir les autorisations de véhicules, quel genre de véhicule, savoir au niveau des charges, qu'est-ce qu'on peut faire venir, comment on les fait venir. C'est vrai que c'est les temps d'attente, faire livrer des choses, du coup il faut les faire valider, etc. Il y a toute une technicité là du fait que l'exposition ait un service de sécurité aussi qui est système de sécurité qui est mis en place. Et on comprend pourquoi, évidemment. Mais en même temps, c'est vrai qu'en tant que fournisseur de services, ça apporte énormément de difficultés par rapport à un événement qui se passerait tout simplement en fait dans une salle, dans une salle louée quelque part dans un hôtel ou un restaurant. C'est vrai que là, faut toujours avoir une semaine en fait de backup. Par exemple, pour illustrer un petit peu, on ne pouvait faire rentrer de véhicules dans l'expo qu'à partir de 22h. Parce qu'à partir de 22h, il n'y a plus de public dans l'expo vu qu'elle ferme. Et ce n'est qu'à partir de 22h qu'on peut faire rentrer des véhicules. Alors, après, les petites voitures personnelles peuvent rentrer plutôt dans la journée, ça arrive. Mais tout ce qui est camion de livraison, tout se fait pendant la nuit. Donc ça voulait dire que nous, pareil, le montage, en fait, allait forcément se passer pendant la nuit. Et quand bien même, par exemple, on faisait livrer, je sais pas moi, l'avant-veille et qu'on voulait monter le lendemain pendant la journée, c'était pas possible parce que pas de montage pendant qu'il y a des visiteurs au pavillon. Donc ça, c'est pareil à anticiper, ne serait-ce qu'en termes de RH. Si on est sur le pont pendant la nuit, sur le pont pendant la journée, sur le pont tout le temps, en fait, ça marche pas. Ouais. On n'a pas beaucoup dormi. Pas beaucoup. Au final, ça a été assez smooth et c'est vrai que ça s'est bien passé. L'importance de choisir des bons prestataires. Oui. Parce que du coup, on a travaillé en bonne intelligence avec tout le monde. Avec Mathilde, on s'était fait un programme, nous,
en interne d'utilisation de notre temps que finalement on n'a pas respecté parce que du coup on a vu que ça se passait bien et que finalement on n'allait pas finir à 4h du matin le montage. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri en fait de problèmes qui arrivent le soir même parce que du coup c'est un lieu qu'on n'avait jamais utilisé jusqu'à présent avec des équipes qu'on avait brièvement rencontrées mais qu'on ne connaît pas non plus trop. Donc plein de choses qui font que... Même pour eux, en fait, c'était un format qu'ils n'avaient jamais eu non plus. Tout à fait. Donc ça faisait beaucoup de points d'interrogation. Ouais. Avantages et inconvénients de faire une grande première. Mais du coup, donc on avait la journée du 16 qui était un vendredi conférence. Oui, avec une conférence de presse et 2 conférences thématiques. Avec des gens invités spécialement, en fait, soit des entreprises, soit des collectivités locales japonaises, soit des partenaires de Dunkerque. La presse était présente aussi. Et la presse, le but étant de montrer ce qu'avait fait Dunkerque, parce que c'est des problématiques qui intéressent énormément le Japon, notamment la durabilité des ports, notamment la dynamisation des villes, parce qu'au Japon, il y a quand même un exode vers les grandes villes et les ports et les villes de taille moyenne peinent à redynamiser leur population, à redynamiser leur offre, à retrouver un peu de nouveautés et un souffle frais. Donc le but, c'était vraiment de faire du partage d'expérience et de potentiellement inviter à des collaborations à l'avenir. Enfin, c'est clairement tout ce qu'on leur souhaite de faire. Donc ça, c'était pour le vendredi. Entre le vendredi et le samedi, on faisait un petit changement de scénographie. Donc, encore une fois, on attendait un peu de logistique encore. Ouais. On a re-attendu 22h pour faire venir... Non, du coup, on n'a pas eu besoin de refaire venir le camion. On avait réussi à... Oui, non, on avait réussi à tout mettre en place et cacher des choses pour ne pas attendre 22h. Commencer un peu avant. Un petit peu avant. Donc, on a fait un petit peu de remontage le vendredi soir. Et samedi et dimanche, c'était ouverture au grand public. Avec la simplicité et en même temps la difficulté de... L'espace événement n'est pas rattaché au pavillon en soi. Il n'y a pas d'accès depuis le pavillon France vers l'espace événement. Les visiteurs qui viennent faire le tour du pavillon, voir les salles, etc., finissent leur tour, sortent du pavillon et ne passent pas directement dans cette salle-là. Donc en fait, il fallait réussir à trouver un moyen de les happer, d'avoir leur attention pour qu'ils viennent visiter notre espace, sachant que l'accès direct était sur le côté, qui est un accès VIP qui, de manière générale, est fait pour ne pas être vu. Et donc là, toute la technicité était d'indiquer qu'il y avait un événement, d'indiquer que l'entrée était ici, que c'était quatrième, et d'intéresser les gens. Heureusement, on avait une super équipe. Ouais. On avait une super équipe d'accompagnateurs trilingues qui, donc, pendant la journée thématique, donc bien sûr, ils étaient là en support. Et puis la journée donc, du samedi et du dimanche, où là, en fait, ils ont vraiment accompagné les visiteurs, leur ont fait découvrir les richesses de Dunkerque, leur ont offert les goodies. Oui, parce que Dunkerque était venu les bras remplis de petits cadeaux. Et c'était vraiment génial. Enfin, on a vu que ça plaisait énormément. On avait identifié tout de suite qu'il fallait mettre en place des tampons, parce qu'au Japon, il y a quand même une folie du tampon. Et en fait, on a découvert après coup que l'expo aussi avait un stamp rallye, avec chaque pavillon à son petit tampon. Donc en fait, il y a des carnets à tampons spécial expo, avec des pages dédiées à un tampon exceptionnel. Donc typiquement, c'était tout à fait notre cas. Les tampons ont fait venir beaucoup de gens. Et les gens qui venaient faire le tampon, ils repartaient. Oui, c'était assez rigolo. Sachant que nous, on n'avait pas 1 ni 2, mais 4 tampons thématiques. C'était la Byzance du tampon. Ouais, non, ça a bien marché. Et on a eu vraiment tous les âges. On a eu un petit peu moins de 2000 personnes qui sont venues. On a vraiment vu que les réseaux sociaux avaient fait un gros travail. Donc en fait, clairement, on a vu la différence entre le premier jour et le deuxième jour au niveau des participations. Le deuxième jour, on avait une file d'attente. Oui. Donc ça nous a vraiment fait super plaisir de voir que certaines personnes étaient revenues le deuxième jour. Ouais. Il y en a qui ont... le nombre de visiteurs a triplé en fait, entre le samedi et le dimanche.
ça a été un bon enseignement sur ce genre d'événement où c'est un peu comment est-ce qu'on communique, on sait pas trop. Et on revient aussi sur la problématique étant donné que toute la partie Céno a mis du temps à pouvoir être confirmée, on ne pouvait pas communiquer énormément sur comment allait être la salle. Et donc, en termes de communication en amont, ça a été assez difficile de ce point de vue-là. Donc, on était un peu obligé en fait de commencer la communication à partir du moment où ça commence. Un des gros déclencheurs des visiteurs, ça a été la flamme olympique. Ouais. En fait, les 3 jours de mise en avant de Dunkerque avaient des sponsors. Ouais. Il y avait EDF, il y avait Coca-Cola, il y avait Vercors, CMA-CGM, qui donc étaient sponsors de l'opération. La flamme olympique a donc été présentée au grand public, ce qui a été vraiment un gros vecteur de visiteurs. On avait un chapeau de carnaval, et alors ça, vraiment, ça fait vraiment plaisir aux gens de pouvoir l'essayer. Ouais. Mais ça, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Alice en termes de communication. Donc il y avait les totems qui servaient de panneaux d'information, on va dire, et puis il y avait aussi ce qu'on appelle des objets totems, qui sont des objets qui représentent Dunkerque. Donc il y avait la flamme olympique, un chapeau de carnaval, un modèle de bateau, enfin une maquette de bateau voilier, une maquette de porte-container, parce que l'activité portuaire de Dunkerque reste très très importante, une éolienne en Lego et un bus, une maquette de bus, parce que Dunkerque a les bus gratuits dans toute la ville. Et donc c'est important pour eux de communiquer là-dessus. On avait ces objets totems, mais juste pour revenir rattacher au pourquoi du comment je dis ça, c'est qu'il y a des objets totems qui ont été décidés un peu sur le tard. Donc en termes de communication, on ne pouvait pas annoncer il y aura ci, il y aura ça, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, parce que c'était pas décidé en fait. Et est-ce que ça fait pas partie un peu de la suite ? Ah bah si, non mais c'est sûr. Mais puis après il y a toute la difficulté de la flamme olympique, c'est je dirais pas que c'est un sujet délicat, mais on communique pas comme on veut sur ce genre d'objet. Puis après le but de l'expo, c'était aussi en fait de mettre en avant Dunkerque. Dunkerque, c'est pas la flamme olympique. Donc c'est ça aussi, c'est mettre en avant les vraies richesses de la ville et d'utiliser ce qui sera vecteur de visite. Donc ça a été un savant mélange en fait d'utilisation. Donc on avait une agence de RP qui travaillait vraiment sur la partie médias plus traditionnelle. L'utilisation des réseaux, et en fait là ça a été aussi énormément de passionnés des expos, de passionnés de la France. Qui ont posté des choses sur leur réseau, que ce soit X, que ce soit Insta, que ce soit... Pour le coup, moi j'ai complètement découvert l'impact de Threads sur Instagram. Oui. Personnellement, je m'en sers pas, on s'en sert pas sur Tokimeki non plus. Et c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit être venus après avoir vu un post sur Threads. Donc c'était vachement intéressant. En termes de effectivement communication, les réseaux, quel réseau utilise, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour cette opération, nous on a passé un super moment, on a appris plein de choses, reconfirmé que nos prestataires sont des gens de confiance et des gens qui sont réactifs et qui nous permettent vraiment de répondre au meilleur de notre capacité à nos clients. Et on est super reconnaissante, la ville de Dunkerque, de nous avoir fait confiance sur ce projet-là. On leur souhaite tout plein de bonnes choses pour les opérations qui leur restent pour cette année. Et puis on sera ravis de retravailler avec eux si jamais l'occasion se présente. Voilà, un tour d'horizon d'une de nos grosses opérations. On fera un autre épisode sur un peu plus la gestion de projet, comment est-ce qu'on s'organise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sur le podcast, sur les réseaux, sur mail, partout, sauf sur Threads. Sur Threads. On est accessible, on sera toujours ravis de répondre à vos questions. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et puis à la prochaine. À la prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.